dans les écoles occidentales, ou dont les enfants grandissent ici, on vous dit souvent ce discours que les enfants noirs sont pas faits pour les mathématiques, que les mathématiques sont une chose pour les Arabes, et ainsi de suite, que ce sont les Arabes qui l'ont inventé, et tout ça. Tout un ensemble de légendes, de mensonges, qu'on vous fait rentrer dans la tête à cause de l'impact psychologique que ça a sur chacun d'entre nous. Un enfant qui apprend ça, ça lui crée une distance avec ces savoirs-là. Il y a une barrière. Dès qu'il voit les mathématiques, non, ça m'intéresse pas. Ça, j'y arriverai pas. Tout ça tourne autour de la langue et l'histoire, la culture. Si on revient en 1921, Kimbambo et ceux qui l'ont suivi ont fait des choses extraordinaires, hors du côté spirituel, des miracles et autres. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites aussi au niveau social, au niveau culturel. On avait par exemple beaucoup des gens qui étaient catalogués comme étant les suivants de Kimbambo, dont leurs enfants étaient rejetés des écoles. Ça a commencé pas en 58-59, mais ça a commencé dès 21. Toute personne qui était soupçonnée d'appartenir à son mouvement était rejetée de l'école. Il faut savoir que le système colonial limitait l'accès à l'enseignement. Il ne souhaitait pas que nous ayons accès aux connaissances scientifiques et à la maîtrise des technologies, sachant que c'est cette maîtrise des technologies qui permet à un peuple de se distinguer d'un autre ou de rivaliser avec un autre. Bon, jusque-là, je ne vais pas trop vite et je ne suis pas trop... Enfin, j'essaie d'employer un langage très simple. Alors, en 1921, que se passe-t-il? Il y a toute une série un ensemble de familles, en fait, dont les enfants commencent à être rejetés des écoles, les parents exclus du système, du système colonial qui était le seul à produire des emplois, par exemple. Il y a un homme dont le nom évoquera quelque chose à beaucoup, il s'appelait, on l'appelait Papa Dragon, voire Malana, dont son fils est vivant aujourd'hui, ses petits-fils et petites-filles sont vivants aujourd'hui, ce sont d'ailleurs des membres de famille, mais ici beaucoup les connaissent. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Il a fait une formation autodidacte de comptable, et il lui-même a été exclu du système colonial à cette période-là, tout simplement à cause de ses idéaux. Il a été exclu, ses enfants ont été exclus, et un certain nombre d'enfants étaient aussi exclus d'accès à l'école. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé ses enfants, il leur a transmis ses connaissances, ses matières de comptabilité. Mais il leur a enseigné dans sa langue, dans leur langue, antico, contrairement à l'enseignement colonial qui se fait dans la langue en français. En 2 à 3 ans d'enseignement, ces enfants ont atteint un niveau qui dépassait le niveau de l'enseignement colonial. Pourtant, ils enseignaient sans moyens. Ils n'avaient pas de cahier, pas de banc, pas d'école. Que s'est-il passé? Les Belges ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là. Ils ont vu qu'il y a un problème. Ces jeunes-là qui n'ont pas accès à l'école, ils dépassent de loin le niveau que nous, on cherche à leur imposer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré tous ces enfants, ils les ont fait entrer dans la vie active et intégrés dans le sillage de l'administration coloniale pour arrêter leur progression. Où est-ce que je souhaite en venir avec cet exemple-là? Simplement insister sur cette analogie qu'avec 1 an ou 2 ans d'enseignement d'une personne seule, il a enseigné les enfants dans leur langue, ils ont atteint un niveau qui dépassait le niveau qui était prévu par l'administration coloniale, c'est-à-dire qu'il y avait quand même, bien qu'on cherchait à limiter les gens, le niveau qui était là correspondait à certains programmes scolaires, il y avait des moyens, il y avait une pédagogie qui était mise en œuvre, mais le simple fait d'enseigner les enfants dans leur langue leur a permis de maîtriser des concepts qui n'auraient pas été maîtrisés autrement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de renaissance africaine, ce sont tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. L'aspect linguistique, l'aspect culturel, l'aspect historique. On a insisté un peu sur l'aspect historique tout à l'heure, mais j'aimerais insister encore un peu plus là-dessus. J'ai abordé rapidement la question des sciences, des technologies. Bon, beaucoup de gens ici vont certainement être surpris, et malheureusement, je n'aurai pas beaucoup de temps pour développer ça dans le détail, mais il faut savoir que dans l'Antiquité, bien avant qu'il y ait un seul peuple occidental qui existe, donc pour vous donner une indication, l'être humain existe depuis environ un peu plus de 150 000 ans. 150 000 ans, c'est beaucoup de générations. Sur un siècle, il y a 3-4 générations, et bien 150 000 ans, ça fait beaucoup de générations. Et ce qu'on appelle les plans aujourd'hui ont environ 4500 à 5000 ans d'existence. C'est très peu en comparaison de l'histoire de l'humanité.
Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nos ancêtres, qui étaient là bien avant ces gens-là, ont inventé les mathématiques. Ils ont découvert les sciences. Ils ont découvert la philosophie, enfin la sagesse plutôt que la philosophie. Et ils ont transmis ces savoirs-là et ils les ont codifiés. Ces savoirs-là ont été transmis, codifiés dans nos langues. Chaque mot de nos langues africaines, chaque mot porte une signification et un savoir. On va prendre par exemple le mot Nzambi en Kikongo. Dans le parler le plus courant, Nzambi, on dira c'est Dieu, on l'assimile à Dieu. Mais quand vous prenez Dieu en français, c'est un nom commun. On dira un Dieu, mais on ne dira pas un Nzambi, ça ne se dit pas. Nzambi, c'est la racine d'un autre terme. Vous connaissez peut-être ceux qui parlent du Kikongo aussi, Nzazi, l'éclair, l'orage, l'électricité. Lorsqu'on va un peu plus loin, il y a un autre terme. Donc aujourd'hui, vous connaissez un petit peu peut-être, je ne vais pas entrer dans les détails de la science, de la physique qui est de mes spécialités, mais de ce qui compose la matière, l'électricité. L'électron, c'est une des composantes fondamentales de la matière, tout ce qui nous compose ici. En Kikongo, on dit Nzazoni. On remarque en fait la relation, la filiation à travers les racines linguistiques. Nzazoni, Nzaabi, Nzazi, l'électricité, l'électron et le créateur, la création. Dans la langue, dans les racines d'une langue, il y a l'ensemble de toutes les connaissances que le peuple a acquis et codifiées pendant des générations et des générations. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est fondamental pour nous, aujourd'hui, si nous voulons passer de l'état où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un état d'un peuple un peu désorganisé, il faut le dire, un peuple à la merci de tous les autres, il faut commencer par revenir à cette réalité fondamentale qui est la maîtrise de sa langue. Si aujourd'hui nous avons très peu de scientifiques, c'est en grande partie à cause de cette question-là, la maîtrise de la langue. Quand vous apprenez à un enfant qu'est-ce que c'est qu'un électron, un enfant européen peut-être peut comprendre parce que c'est dans sa langue, et encore. Mais quand vous apprenez à un enfant Mukongo, il y a une Nzazoni. À partir de la racine, il comprend déjà dans quelle religion se trouve. Quand vous lui enseignez les relations importantes des notions importantes de la physique, si je vous parle de phénomènes vibratoires, de dualité ou encore plus, vous ne comprendrez pas forcément si vous n'avez pas une formation de plusieurs années de physique. Mais si j'emploie le terme Zakama, tremblé, qui appartient toujours à la même racine, un mot on comprendra très facilement à quoi on fait allusion, que la nature de l'électron est de vibrer. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans mon explication, j'espère que je l'ai été, j'essaie d'être vraiment très simple, de ne pas entrer trop en profondeur là-dedans. Donc je passe sur cette partie-là. Où est-ce que ça nous amène concrètement? Dans l'Antiquité, comme je disais, on a découvert des sciences. On a aujourd'hui énormément de monuments, de civilisations anciennes, on a des pyramides un peu partout dans le monde, parfaitement alignés avec le cycle des étoiles, des constellations, des galaxies. Pour répondre encore une fois aux frères, l'écriture c'est quelque chose de fondamental parce que c'est la preuve et c'est en même temps le témoignage en fait des connaissances qui ont été acquises par nos ancêtres dans énormément de domaines. Pourquoi? L'écriture qui était montrée tout à l'heure par Paulien, l'écriture qu'on nomme couramment l'écriture phénicienne. Ce n'est pas l'écriture phénicienne du tout. Et ce ne sont pas non plus des élèves, on l'appelle la tête de bœuf. Par exemple, tout à l'heure, vous avez vu, on a dit voilà, c'était le A et la tête de bœuf. Non. En fait, c'est une coïncidence simplement parce que c'est la constellation du taureau qui donne cette forme-là, en fait. Voilà. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'écriture est née de l'observation des étoiles et des constellations. Et donc de là, il y a l'astronomie, les sciences de l'astronomie. Et ça, c'est lié à quoi? À l'agriculture. Parce que la première des choses que nos ancêtres ont apprises, c'est à travailler la terre. Pour maîtriser les cycles de la terre, pour maîtriser les cycles des saisons, et pouvoir optimiser leur travail en accord avec la nature, c'est une chose extrêmement importante, être en accord avec la nature, et pas être en opposition avec elle. En observant le phénomène des étoiles, des mouvements des constellations, c'est ainsi qu'est née l'écriture. Cette écriture codifie en grande partie les savoirs qui ont été acquis en matière, de l'agriculture.
Donc l'écriture qu'on appelle phénicienne, c'est tout simplement une absurdité, parce que en tant que physicien et astronaute, c'est une chose qui sera vérifiée, et que dans un bouquin que je publie aussi et que tout le monde pourra lire pour quelques semaines de ça. Cette écriture-là, en fait, les signes qui la composent correspondent aux constellations vues depuis le ciel de Mazapon il y a quelque chose comme 12 000 ans. Les constellations, ça bouge, ça se déplace, ça revient pas en place avant 26 000 ans de... Enfin, 26 000 ans de cycle. Et encore, c'est pas tout à fait la même position qu'à l'époque. Donc, quand on a ces signes-là, les constellations alignées d'une certaine manière, ça correspond à une époque précise, à quelques jours près. Donc, on peut savoir cette écriture-là, elle remonte à environ quelque chose comme 12 à 13 000 ans à partir d'aujourd'hui. Et, enfin, en tout cas, les signes qui la composent, la position des constellations, vu de notre ciel à nous, du ciel de Mazapon. Si vous vous déplacez quelques kilomètres, le ciel est plus le même, vous avez plus toutes les constellations. Et donc là, c'est la preuve donc, que l'écriture, c'est vraiment une composante essentielle et fondamentale de notre civilisation. Ça porte quoi d'autre l'écriture? L'écriture, elle porte les valeurs du peuple. Elle porte les valeurs de la société. Et ces valeurs-là, c'est ce qui fait la solidarité entre les gens. Puisque quand vous êtes unis par les mêmes valeurs, vous vous reconnaissez dans vos semblables. Vous avez une facilité à le respecter, à aller vers lui. Vous avez une facilité à travailler ensemble. Quand vous ne vous reconnaissez pas à travers la personne qui est en face de vous, eh bien, vous êtes en situation de conflit, d'opposition. Un exemple tout simple, on va prendre deux personnes, je vous prends contre pas du tout, rassurez-vous, c'est juste pour illustrer. Vous avez au deuxième et au troisième rang, oui, deuxième et troisième rang ici, deux personnes qui, de mon point de vue, sont des personnes du même peuple. Mais chez les personnes qui ont été éduquées avec des valeurs contraires à leurs intérêts et à leur culture, que voient ces personnes? Ils diront: ah, il y en a un qui est tout noir, il y en a un qui est tout blanc. Les gens apprennent à travers des mots d'une autre civilisation, des notions qui marquent énormément. Vous êtes habitué à entendre des noirs dire d'autres noirs: oh, bah, celui-là il est trop noir. N'est-ce pas? Il est tout moche, il est tout noir. Et avec ces raisonnements-là, on en arrive à se détester. Les réactions qu'on peut avoir sont toutes simples. Vous allez voir dans nos pays. Les gens, vous pouvez faire une expérience toute simple. Allez vous balader à Kinshasa, dans n'importe quelle ville africaine. Croisez une maman avec ses enfants, donnez un chewing-gum ou un bonbon à ces enfants-là. Si vous êtes noir, vous avez 9 chances sur 10 que la maman dise: non, 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 c'est sûrement de la sorcellerie, on va empoisonner mon enfant. C'est la réaction typique, stéréotypée qu'il y a chez nous. Quand on voit un noir, on se méfie. Si un blanc vient donner un bonbon, sucrerie à un enfant, vous allez voir la maman fondre en larmes et rire. Elle sera heureuse. Voilà, regardez qu'il est gentil. Mais c'est une réalité. Et tout ça, on n'a pas appris ça. Ah, bravo. Donc ce ne sont pas des choses que les mamans ont enseignées à leurs enfants à la maison. On ne leur a jamais dit méprise tes enfants et ceci, cela. Mais c'est la manière dont ces personnes ont été enseignées. Et elles ont appris depuis toute petite, dans une langue étrangère, dans leur propre langue, on ne leur a rien enseigné d'utile et de pratique. Et de ce fait, elles maîtrisent leur langue, elles maîtrisent leur culture. Vous allez voir dans beaucoup de maisons, un enfant va se mettre à parler en lingala, en Congo, les parents vont se fâcher. Et pourquoi tu parles comme ça? Tu parles comme un nègre. C'est quoi ce langage? Tu ne vas pas aller loin dans la vie. Mais c'est comme ça que nous raisonnons aujourd'hui. C'est comme ça que notre peuple raisonne aujourd'hui. Et c'est là qu'est l'enseignement de Kimba. C'est là le cœur de son enseignement. Plus que le côté spirituel, c'était là le problème principal avec la colonisation coloniale. Puisque le travail de la colonisation était de nous déraciner. Déraciner un peuple, ça signifie lui enlever tout repère. Notre manière de nous déraciner, c'était avec les noms. Vous voyez, je m'appelle Kibavoui. Beaucoup de Noirs vont me dire: mais c'est un nom compliqué, il est bizarre. Si je m'appelais, j'avais la peau blanche, et que je portais un nom, je sais pas, un nom russe par exemple, imprononçable, ça n'allait choquer aucun Africain. Ils allaient se forcer à prononcer le nom correctement. Si je donne les noms de mes enfants ici, certains vont se moquer, d'autres l'ont déjà fait, mais pourquoi tu donnes des noms bizarres comme ça à tes enfants? Pourquoi pas donner un nom normal à tes enfants? Mais on est entre Africains. Qu'est-ce qu'un nom normal? Le normal, c'est la norme, c'est le fondamental, c'est même votre culture, votre civilisation. Mais si je donne un nom de ma culture à mes enfants, un Africain considérera que c'est un nom anormal. Il considérera qu'un nom normal, c'est un nom qu'il appelle chrétien, c'est-à-dire un nom grec. Un nom grec.
que les Français ne veulent même plus aujourd'hui, puisque les Français même appellent leurs enfants de noms anglophones et de plus en plus étrangers. Mais on a intégré ces valeurs-là et on s'est retrouvé complètement déphasé par rapport à notre culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est perdu. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, vous voyez, quand vous fabriquez un objet, par exemple une souris, vous mettez un logo dessus. Ça, c'est une souris Logitech. Logitech, c'est un nom générique, c'est le nom de la marque. Ça appartient à l'entreprise Logitech. Quand vous donnez un nom occidental à vos enfants, vous lui collez une étiquette sur le front. Ce nom n'a aucune valeur, aucune profondeur, ça ne lui transmet rien. C'est le processus colonial que nous répétons à travers chacun de nos enfants. Pour être plus précis, on revient à Kimba. Beaucoup de gens ne savent pas, mais quand il est né, il n'a pas porté le nom de Simon tout de suite. Les documents sont là. Comme beaucoup des gens de sa génération, enfin tous les gens de sa génération d'ailleurs, le nom soi-disant chrétien, le nom de baptême, c'est un nom qui est obligatoirement donné à chaque personne qui naît sous le régime colonial. C'est une étiquette qu'on donne aux gens pour leur dire que vous appartenez à notre système, vous êtes nos objets, vous n'avez pas d'identité à vous. C'est le sens de... C'est ainsi qu'il s'est appelé Simon, que d'autres ont porté d'autres prénoms, Charles et ainsi de suite. Ce sont des noms coloniaux, des noms utilitaires, des noms d'étiquettes. En un mot, on a voulu leur faire comprendre qu'il n'était personne. Et qu'a fait Kimba quand il a commencé son œuvre? Quand il rassemblait les gens, il les enseignait, encore une fois, dans leur langue et sur leur culture. Il leur rappelait qu'il fallait se référer constamment, je dis bien constamment, à son histoire. Notre histoire, elle est où? Elle est en Afrique. Il y a des gens qui vont me dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais en Afrique, qu'est-ce qu'on a fait d'intéressant? Qu'est-ce qu'on a? Les sciences, je parlais de mathématiques et compagnie, qu'est-ce qu'on a de spécifique, de spécial? Il y a une caractéristique spécifique de notre culture aujourd'hui. Les Européens appellent des fractales. Il y a d'ailleurs, dommage, la dernière conférence que j'ai parlé de fractales, il y avait un mathématicien qui était là, congolais, et qui me disait que c'était les Européens qui avaient inventé les fractales il y a un siècle. En fait, les fractales, ça existe depuis des milliers d'années. Des milliers d'années. Et qu'est-ce que c'est que les fractales? C'est le principe de base, en fait, on va dire, de toute notre culture, que ce soit les arts, les sciences, les mathématiques, tout ça. C'est le principe sur lequel toute chose que vous observez existe. C'est le principe d'organisation de toute chose, de la matière. Quand vous avez ça, vous regardez à l'intérieur du microscope. Quand vous allez regarder de plus en plus près, vous allez voir que vous avez de tout petits éléments qui s'organisent de manière bien spécifique. C'est difficile de rentrer dans les détails sans être trop compliqué, donc je ne vais pas trop insister sur cet aspect-là. Je vais juste vous montrer les quelques images, j'espère que vous les voyez bien. En fait, les fractales, c'est ça, organiser des éléments simples en forme et structure complexe, à partir de quelques règles qu'on appelle des règles de récurrence. À gauche, vous avez le système des neurones. Les neurones, c'est ce que sont des neurones, je suppose, qui sont entrer en détail. À droite, nous avons la suite, le schéma des galaxies. On remarque que les neurones, les galaxies, ont des structures similaires. C'est-à-dire que dans la nature, tout est fait sur les mêmes principes. Notre culture à nous, nos mathématiques à nous, je vais montrer un exemple tout à l'heure, reposent exactement sur ces mêmes principes-là. Ils reflètent ces principes-là. Et c'est là que Kimba nous disait aux gens, enseignez à vos enfants leur culture, leur langue. Puisque c'est dans ce savoir-là que nous allons évoluer. On va me dire, d'accord, c'est bien, mais qu'est-ce que ça a de spécial? Alors, je vais vous montrer rapidement, là, peut-être après. Je vais d'abord poursuivre un peu mon explication pour ne pas perdre le fil de mon idée. Donc, qu'est-ce que ces mathématiques-là ou nos sciences à nous ont de spécial? Vous avez tous connaissance de ce qu'on appelle les pyramides. Les pyramides sont des structures gigantesques qui paraissent juste d'être grandes. En fait. On a l'impression que leur seule caractéristique, c'est leur taille. C'est faux. Leur principale caractéristique, c'est la deux principales, leur alignement et la manière dont elles ont été construites. Aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui travaillent dans le domaine du bâtiment ici, qui sauront vous dire, si vous voulez percer du béton, il faut une perceuse et du matériel spécifique, il faut des mèches en béton, et ainsi de suite. Si vous voulez tailler du béton, il vous faudra du matériel bien spécifique.
Imaginez-vous, il y a 5000 ans, ou 10 000 ans, une civilisation qui n'a pas encore de perceuse, qui n'a pas encore de grue ou autre. On a assemblé des blocs de béton qu'on arrive difficilement à casser de nos jours avec le matériel qu'on a aujourd'hui. Ces gens-là, c'était nos ancêtres. Et leur savoir était encodé dans leur langue. C'est-à-dire que, contrairement à l'idée qu'on peut se faire, se dire que voilà, à quoi ça va nous servir de se tourner vers le passé, c'est une manière pour nous de revenir au minimum au savoir qu'on doit s'être à l'époque, les maîtriser et ajouter ce que nous pouvons tirer de notre expérience pour aller encore plus loin. Et c'est là, encore une fois, la base de l'enseignement de Kimberley. C'est là qu'il revient à chaque fois. Aujourd'hui, vous allez souffrir. Vos enfants souffriront. Mais par vos souffrances, vos petits-enfants, vos descendants, à travers l'enseignement que vous leur laisserez, eux iront plus loin. Ils graviront des montagnes. Ces montagnes-là, c'est plutôt la montagne en question dont il s'agit. Moi, c'est pas moi qui l'ai appelé ainsi, mais moi je l'ai assimilé en tout cas à ce qu'on appelle l'aliénation. L'aliénation, c'est la maladie que nous avons tous, plus ou moins, à l'issue de l'enseignement et de l'éducation issue de la colonisation. C'est cette maladie psychologique qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez voir un de vos semblables vendre un produit, vous allez vous méfier. Vous allez voir un blanc vendre le même produit, vous allez acheter. Vous allez voir un de vos semblables faire un commerce, vous allez vous dire « Ah, mais celui-là, il va se faire de l'argent sur mon dos. Je ne vais pas acheter chez lui. » Vous allez voir un blanc dont l'entreprise exploite vos parents, vos familles au pays, pour laquelle vous galérez tous les mois, vous vous levez à 4 h du matin pour aller travailler chez un patron qui vous méprise et vous injurie. Et à la fin du mois, votre salaire, vous allez le jeter chez ce blanc, chez cette personne, parce qu'elle s'appelle Louis Vuitton, parce qu'elle s'appelle, je ne sais pas, toutes les marques que vous aimez porter. Mais en fait, aujourd'hui, l'aliénation, c'est ça. Ce qui fait qu'on est fier de travailler, en fait, comme des esclaves, pour nourrir ses ennemis, pour les renforcer. Et c'est exactement ce combat-là que Kimba doit mener. Son enseignement tourne autour de ça, le combat contre l'aliénation. C'était la première des bases, en fait, de cet enseignement. Bravo. Enfin, qu'il y a quelqu'un qui a parlé. On avait juste conclure, terminer en que lorsque Kimba a été condamné, traqué comme une bête, c'était par rapport à tout ça. Lorsqu'il a approché les gens en leur disant, vous voyez, aujourd'hui on dit oui, soyez pas polygame parce que la Bible l'interdit, vous allez aller en enfer. Aller en enfer. C'est-à-dire qu'on est entre nous. Vous allez voir votre frère et vous dites laisse tomber, tu vas aller en enfer. Mais avec un certain plaisir un peu pervers, déjà, voilà, toi tu iras en enfer. Et c'est votre semblable. Qui parle d'une approche différente. Il disait aux gens, regardez, vous allez épouser 3 femmes, 4 femmes. Tu n'as pas les moyens de les nourrir. Ou bien, ça c'est la femme de quelqu'un. Ça va créer des situations difficiles psychologiquement et pour tes enfants, et pour les enfants d'autrui, et pour le mari d'autrui. Ça va générer des conflits. Et ces conflits-là vont diviser la société et nous affaiblir. L'enseignement de Kimba était là. Et les gens, à partir de ce simple enseignement logique, et en soit très simple à comprendre, les gens comprenaient. Et c'est ainsi que les gens abandonnaient les choses, pas par superstition, en disant voilà, ça c'est de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie aujourd'hui? Encore un exemple qui est un peu triste à voir, c'est-à-dire que vous allez voir chez vous, au village, un artiste qui va sculpter une canne, quelque chose. Ah, ça, c'est des fétiches. J'en veux pas. Vous revenez en Europe, vous allez payer 100 € pour aller dans un musée belge ou français pour voir cette même chose que vous avez appelée un fétiche. Parce que ça, c'est dans le musée d'un blanc. Et vous allez enrichir les étrangers sur votre patrimoine. Tout ça à cause du phénomène qu'on appelle l'aliénation. Donc, ça, c'est la partie sociale, culturelle du combat de Kimba et son enseignement. Pour terminer avec la partie technologie, puisqu'aujourd'hui on est entre nous, c'est des choses dont je parle rarement en public parce que je n'aime pas trop que ça traîne dans mes oreilles étrangères. Tout à fait, réellement, c'est pas qu'une écriture. L'écriture, c'est vraiment, si on peut dire, c'est le niveau 0, on va dire. C'est vraiment un niveau utilitaire, c'est pour apprendre à écrire, à communiquer. Dans les Bandung, en fait, il y a tous les principes des sciences
les plus avancées. Il y a un principe qui est aujourd'hui difficile d'accès aux Occidentaux par rapport à leurs connaissances actuelles, et c'est encore tout nouveau, ça s'appelle ça dérive de ce qu'ils appellent la physique quantique. Je ne vais pas entrer dans les détails non plus parce que ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. À partir de ces connaissances-là, ils commencent à réfléchir sur des systèmes, en fait, vous voyez comment fonctionnent les ordinateurs, sur le code binaire, avec des 0, des 1, et ainsi de suite. On fait des codages. Les systèmes sur lesquels réfléchissent les Européens actuellement s'appelle le système quantique, qui se repose en fait sur le phénomène vibratoire de la lumière, dont je parlais tout à l'heure. Ce phénomène-là, en fait, c'est une des bases vraiment les plus, comment dire, vraiment l'un des niveaux vraiment les plus bas de l'écriture manuelle. C'est-à-dire qu'on a en nous, à travers l'héritage de Kimbaum nous a laissé, on a de quoi bâtir une nouvelle génération, non seulement une nouvelle génération d'hommes et de femmes responsables, une nouvelle génération de savants, de scientifiques, mais une nouvelle civilisation. Et je terminerai sur cette note-là. Quand on parle de civilisation, on parle de valeurs. Lorsque Kimbaum nous disait que l'homme noir et la femme noire sont des dieux, il faut comprendre la profondeur de l'enseignement. Aujourd'hui, vous avez des ménages où c'est fréquent. L'homme bat sa femme, la femme va injurer son mari. C'est-à-dire qu'on a intégré la valeur des Occidentaux, pour qui l'homme c'est un animal. Vous l'entendez à l'école, dans les médias, on est des animaux, des mammifères. C'est-à-dire que quand vous avez en face de vous un mammifère, et dans votre esprit c'est un mammifère, un animal, vous ne pouvez pas respecter cette personne. C'est impossible. Vous pouvez craindre la personne si elle a un pouvoir sur vous, si elle a une arme, si elle a de l'argent à vous donner. Mais vous ne pouvez pas la respecter en considérant que c'est un animal. C'est-à-dire que la civilisation qu'on nous a apportée est en fait tout le contraire d'une civilisation, tout le contraire d'une civilisation, puisqu'elle vous fait accepter l'idée que vous seriez l'équivalent d'un chien, d'un chat, même de ce stylo, puisqu'on vous demande de porter un nom générique d'un étranger, tout comme ce stylo porte un nom qu'il n'a pas choisi, qui lui reflète en rien. Donc, lorsque Kimbaum nous enseigne, il nous dit de constamment nous référer à nos propres valeurs. Quand il vous dit que vous êtes des dieux et des déesses sur terre, ça signifie quoi? Ça signifie que les bêtises qu'on vous a enseignées, comme quoi la femme ne peut pas s'exprimer en présence des hommes, comme quoi la femme était un être inférieur, ce sont des idéaux, des idéologies destinées à vous détruire. Parce que lorsque vous manquez de respect à votre femme, lorsque vous interdisez l'accès aux études aux femmes, sachez que ce sont les femmes qui enseignent les enfants à la maison. Ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Ça s'appelle détruire la civilisation. Et c'est ainsi que nous concluons en insistant sur ce fait-là, qui est que Kimbaum souhaitait tout simplement réhabiliter les civilisations africaines, c'est-à-dire nos valeurs à nous. Donc, ce qu'il faudra retenir de ça, c'est que nous sommes, et nous devons nous considérer tous comme tels. Chacun de nous doit considérer qu'il est, non pas l'image de Dieu, mais qu'il est un Dieu sur terre, une déesse sur terre. Quand vous l'aurez intégré et compris, ce sera difficile de manquer de respect à votre semblable. Cracher au visage de Dieu, c'est un blasphème. Cracher au visage de votre semblable, quand vous considérez que c'est un blasphème, vous pourrez travailler et construire ensemble. Et vivre en paix, en harmonie. Et personne ne pourra nous marcher dessus. Donc je vais écourter et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie.